Oh là 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 là! Selon moi, aujourd'hui, on va avoir tout qu'un podcast à vous présenter parce qu'on va parler de voitures électriques. Je sais déjà qu'il y a des gens qui se préparent à réchauffer leur clavier puis nous envoyer une poignée de bêtises, mais je pense que ça va surtout être un podcast très intéressant parce qu'on va en apprendre davantage sur la réparabilité de ces véhicules-là, sur l'entretien, sur les pièces de rechange qu'on va avoir. On reçoit Guillaume André, qui est copropriétaire et directeur de Enginex, qui est une entreprise spécialisée dans la réparation de véhicules électriques. À vrai dire, c'est un peu un précurseur dans l'univers des voitures électriques et justement offrir des pièces de rechange, offrir des options de réparation qui ne sont pas nécessairement celles offertes par les manufacturiers. Donc, c'est vraiment le fun. Je pense qu'on va démystifier l'univers de la voiture électrique usagée également. Et je suis certain qu'on va apprendre ensemble aujourd'hui beaucoup de choses, dont les marques qui sont plus faciles à réparer, celles qui sont peut-être plus difficiles à réparer. Bref, j'ai l'impression qu'on va vraiment avoir beaucoup de plaisir et que ça risque d'alimenter un très beau débat, très sain et amusant. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et je vous souhaite la bienvenue au podcast RPM. On va commencer ça dans les prochaines secondes, mais comme à l'habitude, je tiens toujours à remercier mes amis d'Automobile en direct de nous permettre de faire ce podcast-là. Merci beaucoup et je veux toujours vous remercier d'être à l'écoute. C'est grâce à vous que le podcast continue et va si bien. Je voyais des résultats dernièrement. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous écouter. C'est vraiment un plaisir de faire ça pour vous et de jaser avec vous. Je vous rappelle, gênez-vous pas, hein, les commentaires un peu partout sur YouTube, sur Spotify, on les lit, on vous répond. On est vraiment content de pouvoir interagir avec vous. Donc, ne vous gênez jamais de nous écrire. C'est un réel plaisir. Bon, assez jasé, j'ai hâte de parler de char électrique. On se lance dans quelques secondes. Guillaume André, bonjour. Salut Sam. Quel plaisir de te rencontrer. Écoute, je te connais un peu parce que tu es une légende dans le domaine de la voiture électrique, en tout cas du moins chez RPM. Je sais que Pierre a travaillé beaucoup avec toi, je sais que tu as travaillé aussi avec d'autres personnes dans l'environnement RPM, puis j'avais hâte de te rencontrer aujourd'hui. J'aimerais ça, pour qu'on commence ça comme il faut, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui te connaît nécessairement. Tu es copropriétaire, tu es directeur des opérations chez Enginex, qui est ton entreprise. Parle-moi-en un peu, c'est quoi que ça fait, Enginex? Écoute, Enginex, on a parti ça, ça fait maintenant 5 ans. À la base, là, on a parti ça avec des modules électroniques pour modifier les Tesla, pour augmenter la performance. On était les seuls, et on est encore les seuls au monde, à vendre des modules pour augmenter la performance des modèles 3, modèle Y. Donc, ça a parti de cette idée-là, ce concept-là de vendre des modules. Ensuite, là, ça a vraiment déboulé. On s'est mis à acheter des véhicules électriques perte totale aux encans pour les pièces. Avec ces pièces-là, on a fait des projets, on a fait beaucoup de rétro-ingénierie, des contrôleurs moteurs, batteries, toute l'électronique pour être capable de réutiliser les composantes ou les réparer ou faire d'autres choses avec ça. Fait Enginex, là, ben, je dis tout le temps, c'est comme il y a 3 grands axes, OK? Parce qu'on fait beaucoup de choses. Fait que là, c'est dur à décrire. Quand on me demande c'est quoi tu fais dans la vie, Ouais, je comprends. c'est un peu ça. Donc, Enginex, à la base, bon, on est un recycleur automobile. Premier axe, là, on achète plein de véhicules électriques perte totale. C'est électrique seulement? Oui, électrique seulement. Ou hybride, mais plus maintenant hybride, c'est que des véhicules électriques maintenant. Donc, aux encans, aux assureurs qu'on achète ces véhicules-là, qui sont facilement déclarés perte totale. On les démonte pour les pièces et on revend ces pièces-là un peu partout dans le monde. Le deuxième axe, bien, c'est les projets de conversion. Donc là, on a fait des projets avec Pierre, justement, la Cadillac Eldorado, le Pontiac GTO, qu'on a récupéré des batteries puis des moteurs de Tesla 3. C'est dans l'émission Crinqué que Pierre a animé, justement. On t'a vu d'ailleurs un peu dans l'émission également. Ouais. Puis là, c'est là qu'on faisait la conversion, justement, de muscle car en véhicule électrique. C'est ça. Puis là, ça, c'est le deuxième axe des conversions électriques. On fait plus tant des véhicules routiers, c'est plus des véhicules hors route maintenant. Là. Ce qu'on fait beaucoup, c'est des véhicules industriels, des véhicules comme aéroportuaires. Donc, les tracteurs à bagages à l'aéroport de Québec ou Montréal, vous allez en voir convertis par Enginex. Donc, ça, c'est vraiment le deuxième axe. OK. Et puis, le troisième axe, ben, c'est tout ce qui est module électronique, contrôleur. Donc, c'est tout l'ingénierie, les contrôles informatiques que ça prend pour être capable de réutiliser les composantes de véhicules. Donc, les 3 axes sont très complémentaires parce que grâce à nos pièces et nos modules, on peut faire des conversions. Puis donc, c'est vraiment complémentaire. Là. Parce que une journée normale chez Enginex, finalement, là, c'est on achète des véhicules, on les démonte, on fait des projets de conversion, puis de l'électronique. Est-ce que tu sentais qu'il y avait un besoin
pour que tu fasses ce genre d'entreprise-là? Est-ce que c'est parce que tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas de pièces, il n'y avait pas de modules de performance? Parle-moi aussi d'un peu des modules de performance. C'est quoi que ça peut faire, ces modules-là? Ben, c'est ça à la base. Donc, on a fait la rétro-ingénierie d'une Tesla Model 3. Puis ça, c'était au tout début. C'était en 2018. C'était les premières Tesla 3 arrivaient au Québec. Donc, on s'est mis à travailler là-dessus, puis à essayer un paquet de choses. Puis, on a découvert que entre le modèle performance puis le modèle donc dual motor, il n'y avait pas une grande différence à part l'électronique, la programmation. Donc, c'est les mêmes moteurs, mêmes batteries. Donc là, on était capable de modifier les modèles donc dual motor, les 4 roues motrices. C'est des versions 4 roues motrices avec les batteries un peu plus de performance, là, avec la grosse batterie. La grosse batterie. Puis on sait que c'est un des modèles qui est très populaire aussi parce que justement, il est 4 roues motrices, puis on apprécie ça ici. Fait que toi, tu t'es dit, OK, j'ai trouvé comme tout est là, il faut juste le débarrer en bon français. C'est ça, effectivement. Puis, après ça, ben, on peut ajouter plein de fonctionnalités. On peut, comme on va dire, tuner le véhicule. On peut ajouter, jouer avec la courbe de puissance. On peut jouer avec la régénération, plein d'autres, des modes de drift, justement. Donc là, on a ajouté plein de features, on va dire, vraiment cool à ce module-là pour que ça ajoute pas juste de la performance, mais tu as plein de features très cool qui viennent avec. Puis là, on s'est mis après ça à faire d'autres modèles comme les modèles Boost 50. Donc, si tu n'as pas le gros moteur, tu peux quand même avoir 50 HP de plus. Quand même. Parce que le Ghost, c'est 150 HP de plus. Wow, OK, ça, c'est le nom du module. Ouais, le Ghost, c'est pour transformer ton véhicule pas mal comme un performance, même plus performant. 150 chevaux tombés du ciel. Ouais, juste en branchant un module électronique. Wow. Ça fait penser un peu à ce qu'on connaît aussi. Il y en a des entreprises qui faisaient déjà ça avec des voitures européennes. Il y avait à gaz, là, les chars à gaz, là, il y en avait déjà pas mal. Fait que dans le fond, vous êtes un peu devenu le modificateur de performance de véhicules électriques. Oui, effectivement. Puis, on a découvert ça finalement en faisant la rétro-ingénierie de la batterie et du moteur pour être capable de réutiliser ces batteries et ces moteurs-là dans d'autres projets, comme la Pontiac GTO, le Cadillac Eldorado qu'on a fait, être capable de réutiliser seulement le moteur ou la batterie ou les deux ensemble dans d'autres projets. Donc, c'est comme ça qu'on s'est mis à tuner, on va dire, des véhicules électriques. Là. OK, puis dans le fond, l'idée de ça, c'était de vous bâtir une entreprise, j'imagine, qu'elle allait être viable à long terme. Puis le but, c'était de se dire, on va fournir à une demande. Est-ce que tu avais beaucoup de gens qui te demandaient ces genres de pièces-là? Tu sais, les modules, on a créé un produit qui n'existait pas. On a créé une demande qui n'existait pas. Au début, les gens étaient assez réticents. Même que ça n'a pas été long. Tesla ont réagi en dedans d'un mois. Ah oui? Oui. Ils ont envoyé une mise à jour à tous les véhicules pour contrer cette modification-là. Puis là, t'es en train de me dire que vous êtes basés où, vous autres? À Trois-Rivières. Une entreprise de Trois-Rivières qui a trouvé un module de performance a fait en sorte que Tesla a envoyé une mise à jour à tous les modèles 3 pour être sûr que ton module ne marche pas. Exactement. Donc, ça n'a pas été long. Là. On recule en 2020. Puis l'alerte, là, écoute, on l'a fait encadrer chez Ngenex. Tesla ont fait une mise à jour pour nous. Comme une modification a été détectée au véhicule puis pourrait affecter la garantie et la performance. Dans le fond, c'était juste pour faire peur. C'était une alerte qui allait dire « OK, on sait que ton véhicule est modifié. » OK, puis là, l'idée, c'était de faire peur aux gens qui l'avaient fait pour que les gens ne veulent plus le faire. Ouais. Légalement, ils pouvaient-tu dire que la garantie ne tenait plus? Oui et non. Après ça, c'est vraiment comme un combat. Mais après ça, nous, ce qu'on a fait avec ça, c'est que, il a fallu faire une autre mise à jour et contrer cette mise à jour-là de Tesla. Donc, on a sorti le Nice Try Module. C'est un petit peu baveux parce que là, c'est comme Nice Try Tesla, mais on a sorti un module. Et là, depuis 5 ans, un peu plus de 5 ans, rien. Donc, je me suis fait dire qu'il y a eu un mot d'ordre d'en haut de c'est cool les modifications sur les véhicules. Laissez faire ça. Les gens aiment ça. Même les gens, il y a certains acheteurs qui étaient réticents d'acheter un véhicule électrique, mais là, vu qu'ils peuvent les modifier, trouvent ça cool. Donc, ça nous fait des nouveaux acheteurs. Tuner son véhicule, il y a des gens qui achetaient des Subaru juste parce que c'est un véhicule qui était facilement modifiable. Ben oui. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé. Mais depuis 5 ans, depuis qu'on a sorti le Nice Try Module, il n'y a rien qui est arrivé comme modification qui a pu affecter. Donc, j'aime tellement ça, on dirait que c'est
c'est une belle histoire d'entendre qu'une entreprise de Trois-Rivières a chauffé les fesses à Tesla un peu. Là. Comment ça a été après ça, mettons, au niveau du développement? Est-ce que tu as senti que l'entreprise, justement, Tesla avait envie de vous donner plus de lousse? As-tu senti que là, c'était quand même un peu plus accepté que tu t'amuses avec les véhicules ou... Oui, il y a quand même toujours eu un peu une relation amour-haine avec Tesla. Tesla, quand même, est une très grande entreprise maintenant. Oui, oui. Puis discutable aussi. Des fois, on sent que de ce temps-ci, il y a des gens qui ont de la misère avec l'entreprise. Ouais. On voit aussi, justement, on ne parlera pas nécessairement pendant 1h30 de temps d'Elon Musk parce que c'est pas notre job de faire ça, là, mais on sait qu'il y a des gens qui sont plus réticents, des gens qui adorent leurs produits. C'est comme un peu, justement, encore une fois, amour-haine, je pense, Ouais, la relation. Vraiment. Puis, tu sais, je suis un propriétaire de Tesla depuis 2014. Puis, j'ai même T'as acheté un Model S, dans le fond? T'avais un Model S P85D. Puis, tu sais, depuis le tout début, là, ça a été une relation assez spéciale avec Tesla. J'adore le produit, j'adore l'ingénierie, tout ce qui est fait autour de ce véhicule-là, les mises à jour, l'autopilote, c'est révolutionnaire. Mais tout ce qui est, on va dire, la culture de l'entreprise pour le service après-vente, le client, côté humain, il n'y en a pas. Donc, c'est très, très fermé aussi. Ils sont très verticales comme entreprise, là, veulent tout gérer eux-mêmes. Donc, c'est sûr que, bon, au début, c'est ça, il y avait quand même beaucoup moins de gens chez Tesla qui travaillaient là, puis on était quand même, on avait quand même des belles discussions avec eux. Puis ça, je vais t'amener tantôt sur un autre sujet de quand on a battu un record de vitesse mondiale avec la Tesla. On a eu des bonnes discussions quand même avec des très hauts placés chez Tesla. Donc, ce qu'on s'est fait dire, c'est que Nginx est quand même surveillé, mais à l'interne, point de vue ingénierie, je trouve ça très cool ce qu'on fait. Et donc, on est suivi et il y a un certain laisser-aller de c'est cool ce qu'ils font, on va les laisser faire. OK, fait qu'il donne un certain lousse. Mais là, tu m'as parlé d'un record de vitesse. Je veux tout de suite sauter là-dessus. OK. T'as fait un record de vitesse avec une voiture Tesla? Ouais, donc ma Tesla Model S Plaid 2021, j'ai été dans les premiers à avoir la Model S Plaid. Donc, c'est un véhicule de 1050 HP. Très puissant, mais la limite de vitesse était barrée à 270 km/h. Okay? Ce qui est quand même déjà extrêmement rapide, soyons honnêtes. Ce qui est vraiment rapide, 0-100 en 2,1 secondes, je veux dire, il n'y a rien qui arrive avec ça. Non. Puis là, le véhicule, au début, était vendu en disant qu'il va faire 320 km/h. Mais il n'avait jamais été modifié, jamais été eu de mise à jour pour aller à cette vitesse-là. Puis là, ben, il y a tout le temps des courses de demi-mille ou qui va le plus vite au bout du demi-mille. On veut savoir ça, c'est le fun, ces données-là, on aime ça. C'est ça. Puis là, ben, ça nous a apporté à dire, OK, on va se pencher là-dessus, on va essayer de modifier le véhicule pour débarrer la limite. Donc là, on est allé faire de demi-mille, puis là, on avait comme une vitesse de 321 km/h. Wow, OK, fait que tu as atteint 321 km/h avec le véhicule? Non, plus que ça. Parce que ça, c'était sur le demi-mille. OK. Puis là, on a voulu pousser ça un peu plus loin. Ça, c'est en 2022. Assez récent quand même, OK. Ouais, 2022. L'été 2022, on est allé sur la piste de l'aéroport de Trois-Rivières. Je me souviens de cette histoire-là. Ouais. Ouais, je m'en souviens. C'est vous autres, ça? Je savais pas que c'était vous autres, OK? C'est moi qui conduisais. OK, je me souviens très bien de cette histoire-là, OK? Puis t'avais atteint combien? 348 km/h. Oh my God! Ça commence à être rapide, là! Ouais. Ça affichait-tu dans le tableau de bord la vitesse? Est-ce que l'auto pouvait l'afficher? Parce que, fait qu'il affichait 348 km/h. On l'a mis en 1000 à l'heure parce que c'était plus intéressant. Parce que, bon, une bonne partie de notre clientèle est américaine, puis des kilomètres-heure, ils savent pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on voulait le mettre en 1000 à l'heure, donc ça allait afficher 216 000 à l'heure. Ça commence à être rapide, là. La vitesse est devenue rouge. Là. Quand on a dépassé 320 km/h, ce qui est arrivé, c'est que tous les systèmes dans l'auto, ils sont pas faits pour aller à cette vitesse-là. Donc, exemple, le module ABS Bosch, lui, c'est impossible dans sa tête d'aller plus haut de 320 km/h. Je comprends donc, aussi, là, je le comprends, le module ABS Bosch, là, je le comprends. Ça commence à être vite pas mal, là. Ce qui est arrivé quand on a dépassé ça, la vitesse est venue rouge, puis là, j'ai perdu toutes les assistances. Donc, ABS, StabiliTrak, Traction Control, Regen, j'ai tout perdu ça. Ah, c'est pas stressant, cette vitesse-là, il a pas de problème. Là, j'ai dit, on continue. OK. Fait que j'ai continué jusqu'à 348 km/h. J'ai dépassé un petit peu la limite que je m'étais mis parce que, bon, la piste de l'aéroport de Trois-Rivières, c'est 3 km de long.
Donc là, je m'étais dit, je vais prendre la moitié pour accélérer, puis la moitié pour freiner. Finalement, j'ai pris 2 km pour me rendre à 348 km/h, puis je me suis gardé 1 km pour freiner. Donc, le freinage a été... ça, c'est la partie la plus effrayante. Là. C'est brutal, hein? Il devait faire chaud aussi. J'imagine les disques devaient avoir chaud un peu, hein? Ah, c'était... ils ont vraiment pas aimé. On avait modifié le véhicule quand même, il faut le dire, pour pouvoir atteindre ce véhicule-là. Donc, il y avait les pneus. Ouais. Qui était fait pour atteindre pas loin de cette vitesse-là. Et il y avait aussi les freins qu'on avait modifiés. Fait que là, c'était... écoute, les freins, mais ils ont carrément... sont venus rouges. Puis je les ai scrappés en dedans de juste un freinage. OK, là. non, ils n'ont pas aimé ça. Là. Ça a été la fin de leur vie après ça. Là. Exact. Ils ont tout donné. Il a fallu que je roule après, sinon j'arrêtais. Je veux dire, le feu prend. Là, les freins sont tellement chauds, sont rouges que le feu prend. Puis j'avais plus de regen, fallait le dire aussi. Là. Non, c'est ça, tu ne fais pas régénérer la. À vrai dire, à cette vitesse-là, oui, j'imagine que les systèmes sont juste pas capables de prendre cette force de régénération-là non plus. Là. Ça doit être ben trop pour eux. Là. Non, mais les moteurs sont juste tombés en erreur. OK, puis, c'est ça, ils ont dit, débarqué la oublie ça, regen. là, on arrête ça direct. Là. C'est ça. Puis là, on savait pas les moteurs. Parce qu'on connaissait pas trop la limite. On savait que les moteurs étaient faits pour aller à 320 km/h, mais plus haut que ça, le stator, le rotor, le rotor, on sait que sa limite de vitesse était 18 000 RPM, donc 18 000 tours minute, mais là, on a atteint plus que ça. Donc là, peut-être que les moteurs auraient pu exploser, mais bref. C'était tout ça pour la science. C'est ça. Écoute, vous avez battu le record, j'imagine, qui n'existait pas. Là. Ça devait être un premier record. C'est-tu un premier record? Oui, c'est encore... J'ai vu aucune Tesla qui est allée plus vite que ça encore. Donc, on détient encore le record. Il n'est pas homologué Guinness, mais on n'a pas eu personne qui a battu ce record-là. Ben bravo. C'est tout qu'un exploit pareil d'avoir fait ça en équipe. Bravo, Ingenex. Une entreprise québécoise qui chauffe les fesses de Tesla. J'adore ça. J'aimerais ça t'amener aussi sur un sujet aujourd'hui parce que c'est une situation qu'on entend parler souvent quand on parle de véhicules électriques, la réparabilité des véhicules. Ouais. Ça, c'est un terme qu'on n'entendait pas beaucoup dans les dernières années, mais qui de plus en plus fait partie de l'actualité automobile aussi. Je sais aussi qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont des taponneux, qui aiment ça faire eux-mêmes leur réparation sur leur véhicule, qui aiment ça eux-mêmes les entretenir. Je salue mon frère, je salue plein de monde que je connais qui aiment beaucoup ça, justement, être en mesure de eux-mêmes entretenir leur bagnole. Ouais. Et la voiture électrique, pour eux, c'est un frein, la réparabilité, parce qu'ils se disent, je pourrais pas le réparer. Tout est fait pour aller au garage. Je m'en souviens, il y a même, il y a pas longtemps, là, début 2022, Mercedes qui offrait, tu pouvais pas ouvrir les capots des véhicules électriques à moins d'aller au dealer pour le faire. Tu sais, tu dis, tabarouette, on est vraiment rendu dans une époque où tout ce que tu peux réparer sur ton véhicule doit être fait par le manufacturier. Comment, toi, tu vois ça, cette réparabilité-là des véhicules? Ouais. Ben, il y a justement les lois là, qui sortent pour ça, puis l'AIA Canada, donc l'Association automobile canadienne, donc d'après-marché, font voter les lois pour justement, c'est le right to repair aux États-Unis, donc le droit à la réparation force les manufacturiers à rendre disponibles les pièces d'une durée assez longtemps, à un prix raisonnable, et aussi à avoir accès à tout ce qui est les schémas électriques puis tous les services manuels, OK? Parce que malheureusement, c'est une tendance, pas juste un manufacturier, c'est l'ensemble des manufacturiers. Malheureusement, c'est une tendance de... Ils veulent construire des véhicules le plus efficacement, le plus rapidement et le point de vue chaîne de montage, OK? Mais c'est pas dans une optique du tout de réparabilité après, là. Puis ça, malheureusement, ben, c'est les consommateurs qui payent le prix parce que à cette heure, tu as un accident avec ton véhicule, ton phare en avant vaut 3 000 $, ton pare-choc, tu peux avoir une petite collision qui a de l'air de rien, puis tu as 20 000 de dommages. Des fois, le véhicule va tomber de perte totale à cause de ça. C'est beau, l'assureur le déclare perte totale, après ça, il t'en paye un autre. Mais je veux dire, les victimes là-dedans, c'est le consommateur parce que nos primes d'assurance ont explosé, puis pas juste dans les véhicules électriques, mais c'est encore plus marquant dans les véhicules électriques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment s'attaquer, d'être capable de réparer les véhicules au lieu de changer comme des grosses pièces. Les lumières, c'est un super bon exemple. Avant, tu avais une lumière qui brûlait, un Globe 9004 que tu pouvais trouver n'importe quel magasin à 20 $ un ampoule. Ben maintenant, ta lumière brûle, ça coûte 2000 $. Ça fait aucun bon sens. Il faut que tu changes la lumière au complet. Ça, c'est un exemple. Mais dans les batteries, ça, c'est le gros sujet, OK? Puis parlons-en, les batteries, parce qu'on entend parler beaucoup. Là. Puis je suis un des premiers à avoir des questions là-dessus, à me demander,
Est-ce que ces batteries-là vont être bonnes à long terme? Est-ce Ouais. qu'elles sont capables de garder leur performance longtemps? Et si jamais on se rend compte que non, qu'est-ce que je fais Ouais. avec ma batterie de véhicule? C'est ça. Pas mal toutes les batteries là, des véhicules électriques là, sont conçues à la base là, pour que tu fasses minimum 200 000 km avec ton auto. Si tu fais 500 000 km avec ta batterie, c'est vraiment bon. Tu es dans les chanceux. Si ta batterie est achancée à 200 000 km, ce qui n'est pas impossible, tu as été malchanceux. Soit que la batterie était moins bien fabriquée ou que tu l'as mal utilisé ou que tu as mal géré là, les extrêmes. Bon, Mais entre toi et moi, 200 000 km, c'est pas gros. c'est pas là. énorme, non, Hey, non. c'est pas gros. Il y a du monde qui vont faire ça en 5 ans, 200 000 km, parce qu'ils roulent beaucoup plus. Ou que, tu sais, il y a du monde qui vont le faire rapidement, 200 000 km, pareil. Là. Mais même chose avec un moteur à essence. Si tu fais. Ça peut arriver qu'en bas de 100 000 km, ton moteur saute. Tu été vraiment malchanceux. Vraiment. Mais c'est un peu comme un moteur à essence. Si tu fais 500 000 km avec ton moteur à essence, c'est vraiment bon. Mais entre toi et moi, changer un moteur à essence qui explose versus changer un plancher de batterie, j'imagine que c'est. Puis là, C'est vrai que c'est toi plus qui cher. taponnes plus aussi là-dessus. Tu connais beaucoup plus ça que moi. Là. Ouais. Fait que, tu sais, dans ma tête à moi, de néophyte de réparation de véhicules électriques, c'est beaucoup plus simple de changer un moteur à gaz que de changer une batterie. Là. Moi, je vais te dire le contraire. OK? C'est plus simple pour moi de changer une batterie, ça me prend 4 heures. OK. Même des fois, il y a des véhicules, ça prend 30 minutes. OK? OK, c'est bon. Ben, c'est bon à Ouais. savoir. Je suis content d'entendre ça parce que ça a l'air gros. Là. C'est un peu le Disneyland de l'incompréhension présentement. Là, dans le sens que c'est dans ma tête, c'est des grosses batteries, il y a de la manipulation de produits chimiques, il faut faire attention, il faut avoir les bonnes cellules. On dirait que pour moi, c'est comme. Tandis qu'un moteur à gaz, tu déplugues des affaires, tu le sors, tu en remets un autre, puis tu sais, c'est pas. Ouais, Moi, dans ma tête à moi, c'est plus simple. Mais après ça, je comprends que quand tu connais ce que tu fais, Ouais. ça se fait quand même assez bien. c'est ça. OK. Donc, changer une batterie complète, par exemple, sur une Model S, ça se fait en, mettons, quelqu'un pas trop vite va le faire en 1 heure. Changer une batterie sur un Model 3, Model Y, 3 à 4 heures, mettons 4 heures. Il y a certains véhicules que ça peut prendre plus longtemps que ça, mais en général, c'est entre 1 heure et 4 heures. OK? Changer, par exemple, ouvrir la batterie puis remplacer des modules de batterie ou ça c'est plus long et plus complexe. Et dans certains cas, c'est presque impossible à faire. OK. Je te donne un exemple. Nissan Leaf 2012. Une batterie terrible. Pire batterie qu'ils ont jamais faite. Écoute, une catastrophe. 50 000 km, là, ta batterie. Ouais, hein? Mettons, tu avais perdu quasiment le quart de ton autonomie. Puis à 100 000 km, ta batterie est scrap. Tu as de la misère à faire quasiment 20 km d'autonomie. Fait que ça. Mais c'était toutes des cellules. Tu avais des paquets de cellules. Donc, tu avais 48 modules, donc 48 paquets de modules. Donc là, tu pouvais changer certaines cassettes qui étaient défectueuses. Mais dans le cas de la Leaf, c'était tellement catastrophique que l'entièreté de la batterie était scrap. Tu ne pouvais pas changer certains modules. Tesla Model S, tu as 16 briques qu'on appelle. Donc, c'est des briques de 6 cellules en série. OK? Donc, ça, tu peux changer certaines briques. Tu peux l'ouvrir, tu peux la réparer. Mais encore là, les pièces à l'intérieur ne sont pas disponibles. Le couvert n'est pas disponible. Il y a bien des manufacturiers, c'est comme ça. Malheureusement, ils vendent presque pas la batterie ou un prix exorbitant, 35 000 pour une batterie complète, ce qui fait aucun bon sens. Ça n'a pas d'allure, là. Puis là, tu peux t'en trouver une usagée peut-être à 6-7 000, mettons. Puis encore là, c'est 6-7 000 pareil, là? C'est quand même, c'est ça pour une usagée. Ah ouais? Puis sinon, ben, dans le cas, exemple, une catastrophe, puis là, j'ai jamais encore parlé, fait que tu vas avoir une première. Parle-moi-en, OK? je veux tout savoir. OK. Equinox EV puis Blazer EV, OK? 2 produits très populaires actuellement, là. Très populaire. Moi, ce qui m'effraie vraiment, là, c'est la réparabilité de ces batteries-là, OK? Ça sera quasiment pas réparable. Je veux dire, bon. Puis, bon, je vais te donner un exemple. Tu as une Tesla Model 3, tu fais un accident avec ton véhicule, petite collision, là, il y a la ceinture là, de airbag lâche, pète, OK? Donc, ton prétentionnaire pète. Ça fait aussi péter une pyrofuse dans la batterie. Une pyrofuse, c'est une fusible pyrotechnique qui va couper le DC-Link, qu'on appelle couper la batterie en deux puis isoler la batterie du véhicule. Okay? Pour pas que si jamais il y a une fuite de quoi que ce soit, le feu peigne ou qu'il y a un... Par mesure de sécurité. OK. Aussi pas que la personne appuie sur l'accélérateur puis le véhicule s'emballe. Fait que ça coupe tout, là. Ça coupe le courant. Tout. OK. Autant le 12 volts que le 400 OK. volts. Cette pièce-là vaut 30 chez Tesla.
OK? Puis ça se changerait. Ça change en dedans de 30 minutes. OK. Fait que quand tu sais qu'est-ce que tu fais, 30$, 30 minutes, ça me semble C'est être un bon. bon deal jusqu'à présent. Là. C'est Ça va bien. Là. Blazer et Chevrolet ont décidé de faire la même chose dans toute leur plateforme Ultium. OK? Donc, une fusible pyrotechnique, pyrofuse qu'on appelle, dans la batterie. Mais cette pièce-là n'est pas remplaçable. Pardon? Donc, ouais. Et là, j'espère que ça va changer. Bon, il y a deux choses. Les autres, ils ont scellé le couvert de batterie. Donc, Chevrolet, ils ont scellé ça pour que personne vraiment aille jouer là-dedans. Tu peux le déceller, mais après ça, c'est pas fait vraiment pour être recellé. Il faudrait que tu changes le boîtier de batterie pour un nouveau, mettons. Mais aussitôt que tu as une légère collision, là, très légère, le prétentionnaire de ceinture pète, OK? La switch éclate. La pyrofuse éclate dans la batterie. Et là, ta batterie, c'est au-dessus de 30 000 à remplacer. Wow! Fait que le véhicule est perte totale pour une collision mineure, OK? Là, ça... Wow, ouais. t'as peu, OK. Fait qu'on répète ça comme il faut. Tu as l'air de me dire que les Chevrolet Equinox EV puis les Blazer EV ont cette espèce de fuse-là qui fait en sorte que si, mettons, j'ai juste une question de prétentionnaire de ceinture, le véhicule va être il va enclencher la mesure de sécurité qui est installée. Puis à partir de ce moment-là, je peux plus rien faire avec mon plancher de batterie. Là. Exactement. Je suis faite. Ouais. Ben, même chose pour tous les Ultium. Donc, le Lyric, Hummer EV, Silverado EV, même chose. Sierra EV qu'on vient de lancer aussi. On a le nouveau Optique chez Cadillac également qui arrive. La plateforme Ultium, c'est tout ça. Donc, puis la pièce dans la batterie, j'ai appelé Chevrolet, j'ai fait mes devoirs. J'ai demandé à cette pièce-là, non, c'est pas remplaçable. C'est la batterie complète. Ouais, mais là, la batterie complète, il faut que tu nous amènes le véhicule. Puis là, après ça, on va te faire un devis. Donc, ça va être une catastrophe. Il n'est pas trop tard. Là. Il faut que, par exemple, Chevrolet s'ajuste, que là, il faut qu'il fasse des procédures pour remplacer cette pièce-là et la mettre disponible. Parce que pour l'instant, les véhicules sont déclarés perte totale pour rien. Automatiquement, quasiment. Ouais. Ça s'appelle des véhicules jetables. C'est carrément ça. Ouais. C'était pas rien d'entendre ça, honnêtement, parce que tu me dis après ça, 30 000 de réparation sur des véhicules qui coûtent déjà 50 quelques mille dollars à acheter. Ouais. Je commence à trouver ça épeurant, là. Oui, puis je comprends les gens là, de dire des fois, il y a des gens qui vont juger les véhicules électriques, mais c'est vrai que dans ces cas-là, c'est vraiment plus marqué. Les véhicules électriques sont déclarés perte totale beaucoup plus rapidement que les véhicules à essence. Mais comme je dis, c'est dans l'ensemble, c'est rendu des véhicules jetables. Véhicules à essence, la même chose. Là, les manufacturiers vont plus mettre disponibles certaines pièces composantes. Ils vont remplacer, exemple, un frame au complet dans le cas du Cybertruck. OK, je vais aller là. Allons-y. Non, mais écoute, c'est du bonbon. Puis je trouve ça... J'espère que les gens qui écoutent, parce que je trouve ça vraiment intéressant qu'on nomme des modèles. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui écoutent. Ouais. Puis moi, c'est la première fois que j'entends parler de l'histoire, que tu me parles de la fuse de protection sur la batterie des Equinox EV, des Blazer EV. Je suis flabbergasté, si tu me permets l'expression, parce que c'est vraiment des véhicules qu'on vend présentement en quantité phénoménale. Là. Il y en a sur les routes. Là. Puis là, tu te dis, ben là, si ces véhicules-là, au moindre impact, ça coûte 30 000 de réparation et sont jetables à la suite de ça. Là. Mais ça, c'est 30 000, c'est juste pour la batterie. C'est à part les réparations que... Fait dans le fond, clairement, des véhicules qu'on va jeter. Ouais. Donc là, les primes d'assurance vont monter. Ouais. L'impact environnemental aussi de ça? Ben oui, parce que la batterie, je veux dire, mettons, elle est flambant neuve, là, la batterie, je veux dire, est encore bonne pour 200, 300, 400 000 km. Je veux dire, ça fait pas de bon sens de pas... Puis la réutilisation de batteries. Bon, là, Ingenex, c'est beaucoup aussi dans la réutilisation des batteries. Oui, pour réparer certains véhicules, mais on pourra en parler. On fait aussi des stations d'énergie, de stockage d'énergie avec des batteries de véhicules électriques qu'on récupère. Ça, c'est d'autres choses. Ça, c'est une super de belle alternative. Tu sais, nous, un peu dans notre modèle d'affaires, on est quasiment... Pas qu'on est content, mais je veux dire, c'est quasiment bien pour notre modèle d'affaires qu'on va mettre la main sur des batteries quasiment neuves, très peu utilisées, puis pour pas trop cher, parce qu'il va en avoir. Mais dans une optique de société, de réparabilité, c'est une catastrophe. Ah oui, clairement. On dirait que c'était peurant d'entendre ça. Tu te lançais sur le Cybertruck, puis je veux qu'on revienne sur le sujet de la récupération des batteries après le Cybertruck, parce que là, on dirait que tu m'as piqué la curiosité avec ça. Vas-y, je t'écoute. Ben, tu sais, le Cybertruck, c'est un peu la même chose. C'est comme, ils ont fait une job écœurante, point de vue structure. Il y a beaucoup d'avancées technologiques dans ce véhicule-là, à part le fait qu'il est très laid. Puis moi, je dis tellement...
Mais Ouais. tu sais, moi, Il est choquant, mettons. On va prendre Il ce est terme-là. choquant. Il est choquant. Là. Il choque. Mais tu sais, à la limite, moi, je disais tout le temps, il est tellement laid qu'il est beau. Ah oui, OK? je suis d'accord. Fait que c'est... J'aime les designs audacieux. Ouais, J'aime les designs audacieux. J'aime les voitures. Tu sais, j'ai aimé les Kia Soul. J'aime les véhicules qui ont ouais, des formes différentes. oui. Tu sais. Il frappe. Mais j'ai encore de la misère à le digérer, par contre. Je te dirais j'aime les styles différents, là, mais on dirait que ce style-là, là, je l'ai vu sur la route, puis je le trouve vraiment un peu endimanché. On dirait Ouais. qu'il sait pas qu'est-ce qu'il fait là. Mais là, t'es un des rares, peut-être, qui est dans le milieu, mais c'est soit que t'adores ou tu détestes. Oui, oui, Toi, oui. t'es où là-dedans? Moi, je suis entre les deux Hein? actuellement. Vraiment, parce que je comprends l'idée d'avoir fait un style aussi audacieux pour Ouais. un produit qui voulait sortir de la norme. Fait que ça, on dirait que je l'accepte, je l'embrasse. Ouais. Mais de l'autre côté aussi, j'ai hâte de voir vieillir ce style-là. Fait Ben, que enchanté. T'es la première personne que je rencontre qui est entre les deux. J'aime mettre de l'eau dans mon vin souvent. J'aime essayer de comprendre des choses. Fait que Ouais. voilà. Non, ben, c'est ça, le Cybertruck, OK? Bon, ils ont fait des avancées, je veux dire, au point de vue électrique, c'est une merveille, système 48 volts, point de vue motorisation, batterie, architecture électrique. Même au niveau carrosserie, au niveau structurel, tu sais, de faire des gros giga-castings, OK? Puis de faire des véhicules en 2-3 morceaux, c'est super pour la production, mais pour la réparation, c'est quasiment impossible, OK? Ouais. Donc là, exemple, elle appelle ça le giga-casting, le derrière, là. Ouais, puis ça, c'est l'espèce- Exosquelette, là. Ouais, puis les gigacastings, c'est comme si c'est pas l'imprimante de Tesla là, quand tu mets les morceaux de véhicules ensemble. Là. Ben, c'est un moule injection à chaud puis sous pression d'aluminium. OK. Donc, il réussit à faire des pièces super funky avec de l'aluminium. C'est vraiment bien pour... c'est super solide. Ça a toutes les qualités, sauf que c'est impossible à réparer. OK? Et ça, aussitôt que tu as un petit pli ou une fissure, il faut que tu remplaces le casting au complet. Donc là, tu as un Cybertruck, tu te fais rentrer dedans par un Hyundai Accent, puis tu regardes ça, tu sors du véhicule, tu dis mon truck, il n'y a rien. Clairement. Non. Ton truck, ça se peut très bien qu'il soit perte totale. Ben OK? voyons donc. Ben oui, parce que bon, le hitch en acier est attaché sur ton Giga Casting en arrière, boulonné sur ton casting en aluminium. Et là, mettons, tu as une fissure ou tu as même il est déchiré, il est plié ou quelque chose comme ça. Scrape le truck. Fini. Fini. Perte totale. Ouais. Par un Hyundai Accent. Oui. C'est fâchant, hein? Puis ça, il y en a plein à l'enquête. Je veux dire, j'ai surveillé. Ah oui, hein? Il y en a plein que tu te dis, ben voyons, il n'y a rien ce truck-là, il s'est fait rentrer dedans. Non, non. Puis t'en vas passer une coupelle à l'enquête, là. Oui. Ça sort en masse, puis t'en Ouais. vas passer pas mal, là. Ouais, fait que Seigneur, ça aussi, tu sais, ça, c'est une autre aberration. Dans ce cas-là, c'est vraiment parce qu'ils ont voulu innover pour la structure, mais bon, ça. Puis, tu sais, je sais pas si tu as vu le vidéo, exemple, Whistling Diesel qui arrache le hitch. Oui. Moi, ça m'a fait comme. J'ai cancellé ma réservation de Cybertruck. J'en aurais pas. Ah oui, tu devais réserver un, puis à cause de ces tests-là très intenses, tu t'es dit c'est impossible, je peux pas. Oui, oui, puis je veux dire, c'est pas normal que le hitch arrache comme ça. Je veux dire, oui, il y a eu un impact, mais peu importe, tu te fais rentrer dedans par un véhicule comme ça, en arrière, tout va. Le véhicule est perte totale, non, c'est le véhicule jetable. Tandis qu'exemple, on a acheté pour transporter des véhicules, on a acheté un Silverado EV. Ouais. Ça, c'est un vrai truck. L'autonomie, c'est 210 kWh de batterie, Ouais, grosse batterie là-dedans, là. 700 km d'autonomie à l'âge, puis 450 avec un trailer puis un véhicule en arrière. Donc ça fait du sens, mais le Cybertruck, pour nous, c'était pas viable pour la compagnie pour traîner des véhicules ou aller livrer des batteries, tout ça. Fait que là, ce que je t'entends de parler, c'est que tu m'as parlé de la Nissan Leaf 2012, c'était épouvantable au niveau de la batterie. On a parlé de GM, que là, il va falloir qu'on ait des réponses avec cette histoire-là de switch de protection, parce qu'ils en vendent là, des Blazers et des Equinox, on en voit ces routes-là. Fait que je veux savoir qu'est-ce qui va arriver avec ça, on va se tenir au courant. Ouais. Tu m'as parlé de Tesla aussi, que tu sais, puis souvent, on finit par dire, ça finit vite dans la perte totale, ça finit vite dans les voitures jetables. As-tu des marques qui font mieux que ça? Y a-tu du monde qui réussit à faire un véhicule électrique qui se répare bien puis qui est pas jetable dans le fond? Parce que, tu sais, je trouve qu'à présent, genre, salut mon frère, tu sais, qui va se mettre écouter ce podcast-là puis il va me dire, dans le fond, ils sont pas réparables, les mots du char électrique, là. Fait que j'avais raison de dire qu'ils sont pas réparables, là. Comme je dis, c'est pas parce que c'est un véhicule. C'est vrai que c'est plus marqué dans les véhicules électriques à cause de la batterie, mais tu sais, réparer un moteur électrique, il n'y a rien là. Mais c'est le problème, c'est la batterie, c'est la réparabilité de la batterie. Tu sais, comme
un des meilleurs véhicules électriques qu'ils ont fait, j'ai trouvé, là, point de vue. Réparabilité, puis... Ouais, réparation, fiabilité. C'est un tank, le véhicule, là, un Chevrolet Bolt. OK. Ça, écoute, la batterie est faite pour être descendue facilement, ouverte facilement, réparée très facilement. C'est fiable, ça fonctionne. Bon, c'est pas. Ils l'ont arrêté, le plus d'ailleurs. techno- C'est le fun. C'est plate, mais c'est ouais. agréable. Mais c'était pas technologiquement le plus avancé, nécessairement. Non, c'est ça. Mais il y a des super bons exemples comme ça. Puis Tesla, la même chose aussi. On fait des super bons véhicules. Tesla Model 3, Model Y, c'est des excellents véhicules. Il y a certains désavantages, par exemple, au point de vue réparation, malheureusement. Mais sinon, les Coréens, moi, je trouve qu'ils sont très en avance. Hyundai, Kia, même sur certains points, sont en avance sur Tesla. Ah ouais, hein? Ouais. Point de vue architecture 800 volts, l'onduleur qui va faire 400 volts à 800 volts DC, vehicle to grid, vehicle to home, V2G, V2H. Que tu peux Donc, envoyer l'énergie dans la maison et c'est vice-versa. ça. là, hein? Donc, ça, c'est vraiment bien. C'est des super belles avancées. Mais bon, j'ai pas trouvé encore de véhicule électrique parfait. Ben, mon préféré, c'est sûr que c'est la Plaid que j'ai présentement. Là. C'est une machine de guerre. C'est Ah ouais. vraiment c'est une grosse sédan. Full self-driving. J'ai pris le FSD, donc je me laisse conduire tout le temps. C'est vraiment bien. C'est comme confortable. C'est un gros salon, mais en même temps, c'est comme le véhicule le plus performant qu'il y a sur la route. Là. Ah non, c'est ça, ça avance aussi, c'est ça, Ouais. ça a vraiment une belle performance. C'est intéressant de t'entendre parler de tout ça parce que justement, c'est le fun d'entendre aussi que quand tu connais tes affaires, ça se répare quand même au bout de la ligne. On a parlé tantôt rapidement, tu me disais, toi, pour réparer une voiture, ça peut prendre 4 heures, là, changer une batterie dans un Model 3. Là, ce que je comprends, c'est que tu ne vas pas réparer les briques, là, les blocs que tu me parlais de cellules, tu vas juste changer au complet la plateforme, puis ensuite, tu vas en mettre une autre dedans qui peut être usagée ou neuve. Ouais. C'est un peu ce que je comprends. Ben, à date, oui, c'est pas mal ça qui est fait. On en a fait quand même quelques-unes parce que aussi, bon, Ingenex, c'est plus dans la vente de pièces, vente de solutions, mais j'ai aussi un garage véhicule électrique Simon-André que j'ai parti il y a 10 ans, OK? Qu'on fait la vente mais aussi de véhicules électriques, mais aussi la réparation que de véhicules électriques. Fait que ça, j'ai développé quand même une très grande expertise dans la réparation. Puis, on a fait beaucoup d'avancées, point de vue, réparation de batteries. Et là, on se met à réparer des batteries de Model 3, Model Y qui n'étaient pas réparables avant. On a trouvé des solutions pour être capable de justement remplacer des briques. Mais, tu sais, comme dans la batterie de tous les véhicules à peu près, là, c'est à peu près 96 cellules en série. Si tu as une brique sur les 96 qui lâche, le véhicule, OK, c'est fini. La batterie là, est installée. Mais si tu réussis à remplacer une de ces briques-là, ben après ça, tu peux continuer à utiliser cette batterie-là. Comme dans la batterie de la Tesla Model 3 ou Y, c'est 4 gros modules. Donc, c'est 4 gros modules de 24 cellules en série. Tu ne peux pas remplacer une de ces briques-là. Faut que tu une des 96, il faut que tu remplaces un des 4 modules. OK. Donc là, ça rend la réparation un peu plus coûteuse et complexe. Mais bon, il y a moyen quand même. Quand tu changes, exemple, au complet, la batterie, tantôt on a glissé un mot sur la récupération de ces batteries-là. Vous autres, admettons, tu prends la vieille batterie brisée, tu mets une autre batterie là-dedans. Bonne journée, monsieur le client. La batterie que tu as ramassée, la vieille batterie, tu fais quoi avec? Bon, ça, c'est un très bon point. Bon, c'est un processus ultra vert. La plupart du temps, bon, quand on va la démonter du véhicule, elle va passer par une batterie de test pour être certain. On va la décharger, la recharger complètement et monitorer ce qui se passe. Dans certains cas, elle va être carrément envoyée. Le pire des cas, là, elle va être envoyée au recyclage par une compagnie au Québec qui est spécialisée là-dedans, OK? Qui va détruire la batterie, recycler tous les matériaux, les matières premières. Mais ça se recycle. Ça se recycle, oui. OK, puis c'est obligatoire de la recycler, OK? Tu ne peux pas te débarrasser d'une batterie comme tu veux. Tu es obligé de l'envoyer à un centre de recyclage. OK. Et il y a certaines batteries, comme les LFP, lithium fer phosphate, il faut que tu payes pour t'en débarrasser. Ça, c'est un autre sujet, là, mais certaines batteries que tu te fais donner de l'argent pour ta batterie, mais il y a certaines chimies, comme la LFP, qu'il va falloir payer pour s'en débarrasser. OK. Ouais. Intéressant, parce que ça, on en voit de plus en plus aussi dans les véhicules actuellement. C'est ça. Donc là, ça, c'est le pire des cas. La vieille batterie du client va être envoyée au recyclage. OK. Sinon, la deuxième utilisation qui peut être faite, c'est de la démonter pour les pièces et en réparer d'autres avec. Okay. Ou sinon, la troisième utilisation, ça va être pour du storage d'énergie.
Donc, même si l'énergie est un peu moindre dans la batterie ou il y a certains modules qu'on ne peut pas utiliser, elle va être quand même bonne pour utiliser dans un stockage d'énergie, exemple avec du solaire, dans des stations off-grid qu'on appelle, ou une batterie backup. C'est pas pour monsieur, madame, tout le monde, ça. C'est plus Industriel. Là. industriel, commercial ou des projets vraiment Faire comme des office de pourvoiries. génératrice, au cas où qu'il y a mon manque de courant, elle va prendre le relais, c'est tout ça que je comprends? Oui et non, mais c'est vraiment stockage d'énergie. Donc, tu as beau avoir de l'éolien ou du solaire, ça te prend une batterie. OK, ouais. OK? Ou dans le cas d'une génératrice, tu peux. Ça n'a pas de bon sens d'avoir une génératrice qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour un exemple, une maison qui est off-grid. Donc, bien souvent, ils vont avoir hybride, une batterie, une génératrice et du solaire avec ça. OK. Donc là, c'est là que tu viens comme maximiser ton énergie. Tout ça refait comme une batterie avec les vieilles batteries que tu peux remettre à d'autres utilisations. Bon, ben c'est le fun d'entendre au moins qu'il y a de quoi à faire avec ces batteries-là. Oui. Là, j'ai envie de savoir, parce que tu me parles depuis tantôt, je trouve ça tellement intéressant, tu m'amènes plein de points super pertinents. T'as étudié dans quoi, toi, pour devenir spécialiste des batteries même? C'est quoi, là? Y a-tu fait un cours, y a-tu un cours caché quelque part de spécialiste en batterie? Non, ben j'ai un parcours un peu atypique, mais bon, on va dire, principalement, je suis passionné et autodidacte. Et la véhicule électrique, tu sais, mes forces, depuis que je suis tout jeune, puis mes intérêts étaient vraiment l'électricité, la mécanique, tu sais, puis les véhicules. Fait que le véhicule électrique, c'était comme le véhicule parfait pour moi parce que c'est tout ce que j'aime, tu sais, finalement. Donc là, ben, c'est ça, j'ai fait un secondaire 5. Après ça, je suis allé faire un DEP en mécanique automobile que j'ai pas pu toffer parce que je m'ennuyais trop mal. C'était trop long de faire juste un changement d'huile. Ben écoute, en secondaire 5, j'avais une clientèle, j'étais dans le garage de mon père à la maison, puis j'avais des rendez-vous le soir puis la fin de semaine, des clients qui venaient faire réparer leur auto. Là. En secondaire 5, ça partait déjà, ouais. Fait que, tu sais, j'avais déjà quasiment une entreprise avant de commencer mon cours en mécanique, mais il faut se dire que je viens du domaine automobile. Tu sais, mon père, depuis que je suis né, il y a un magasin de pièces automobiles. OK. Donc, j'ai grandi là-dedans. Puis, j'ai toujours taponné, j'ai toujours été dans le magasin de pièces auto depuis que je suis jeune. Puis là, ben, c'était comme... c'était fait pour moi, finalement, le domaine automobile. Donc, après mon secondaire 5, DEP, que j'ai fait 6 mois, je m'ennuyais finalement. Je suis allé travailler pour mon père au magasin de pièces auto et j'avais aussi un atelier mécanique. Je faisais de la mécanique le soir et la fin de semaine. Fait que je me suis acheté un gros garage avec une petite maison. Le rêve. C'est ça. Le rêve. Écoute, c'est un garage commercial avec la maison annexée. Il y avait un pit, un lift, 2 portes de garage. Vraiment un garage commercial, là, tu sais. Fait que je faisais de la mécanique le soir, la fin de semaine là-dedans. Je faisais même des Honda, des swaps de moteurs qu'on appelle. Donc, j'étais vraiment un gars de moteur là, au début. Puis même quand les véhicules électriques ont sorti au début, en 2012, ça me parlait pas tant. Tu sais, tu disais justement, c'est pas comme faire des swaps de moteur Honda. C'est pas le fun de même. Là, non. Ben, puis après ça, jusqu'à temps de l'essayer. Donc là, au magasin de pièces d'auto, j'ai travaillé là pendant, écoute, quasiment une quinzaine d'années. Donc après ça, je me suis mis continuer à faire de la mécanique, mais j'achetais aussi pour le fun de temps en temps des véhicules perte totale que je réparais puis je revendais. Ben, tu sais, j'ai réparé, je me promenais un peu avec quelques mois puis j'y revendais. OK. Puis là, à un moment donné, j'ai vu une Chevrolet Volt. Ah, ça me parle, ça. Tu sais, la Volt, c'était comme électrique, voiture électrique, mais à essence, c'est comme tu avais les deux. Fait que j'ai acheté ça accidentel à l'encan. Puis je l'ai réparé, je me suis promené avec, j'ai adoré ce véhicule-là. Puis c'est là que j'ai tombé en amour avec les véhicules électriques finalement. Puis là, je me suis mis à en acheter d'autres, puis à les réparer. Puis mon expertise s'est vraiment développée là-dedans. Donc, oui, les pièces d'auto, ça me parlait, mais je faisais toujours de la mécanique, puis de la réparation de véhicules le soir, la fin de semaine. Puis, quand j'ai touché à la Chevrolet Volt, c'est là que je me suis mis à en faire d'autres. Puis là, je suis tombé en amour avec le 100% électrique après. Fait que tu es très autodidacte dans le sens que tu as appris sur le tas. Vraiment, vraiment sur le tas. J'ai pas de formation autre que mon secondaire 5, finalement. Un début de DEP, mais bon, j'ai vraiment appris sur le tas. Puis maintenant, je travaille avec des ingénieurs. J'ai une équipe d'ingénieurs chez nous avec moi. Tu chauffes les fesses à Tesla aussi? Oui, effectivement. Mais bon, ma force, c'est vraiment, on va dire, les idées, la création. Bien souvent, je vais avoir une idée, puis je vais être capable même de la mettre
sur papier, mais aussi d'après ça, d'arriver à un produit avec, bien sûr, mon équipe d'ingénieurs, mon équipe de techniciens. Mais écoute, j'ai appris sur le tas, même programmation, les harnais électriques, il y a plein de choses finalement que, à force de parler avec des gens dans le métier, parler avec des ingénieurs, donc j'ai appris à faire. T'as-tu trouvé ça facile d'avoir cette courbe d'apprentissage-là avec les véhicules? T'as-tu trouvé que tu avais de l'information suffisamment? T'as-tu senti que c'était facile de le faire? Bien, tu sais, maintenant, c'est facile parce que sur Internet, tu as accès à tellement d'informations. C'est sûr que tu ne vas pas avoir des fois l'information spécifique. Dans notre cas, dans mon cas, même ce que je cherche à faire n'existe pas, il faut que je le crée, mais je vais avoir quand même assez d'informations pour m'enligner sur les bonnes choses. Fait que ma formation, ça a été de l'auto-formation finalement. Là. Ça a été de carrément aller chercher de l'information sur Internet. Et après ça, c'est un peu comme les gens qui apprennent le piano puis qui deviennent super bons parce qu'ils ont appris le piano sur YouTube. Tu sais. Ah oui. Tu as accès à l'information maintenant. Fait que si tu aimes ça, tu es passionné, tu en manges. Une chance qu'il y a des gens comme toi, dans le sens qu'il y a une chance qu'il y a des gens qui sont passionnés puis autodidactes parce que, justement, on vient de mettre un doigt important sur un bobo. Parce que toi, à force de jouer dans ces véhicules-là, tu t'es rendu compte qu'ils sont durs à réparer parfois. Ouais. Puis que des fois, les constructeurs nous font des fling-flang, comme l'histoire que tu m'as parlé tantôt de l'Equinox puis du Shoeblazer, que tu te dis, ben ça, il faut en parler de ça rapidement. Puis ça, c'est sûr que les concessionnaires vont pas nous en parler, pas qu'ils vont pas le faire, c'est que les formations que les garagistes vont avoir, eux autres, c'est, le véhicule est perte totale. On va changer le véhicule simplement parce qu'à cause de cette switch-là, c'est fini. Il n'y a pas nécessairement une recherche de plus qui va se faire pour trouver la solution à ça. Puis, ça, encore une fois, c'est juste des formations, c'est comme ça, c'est normal, c'est dicté comme ça. C'est ça. Mais une chance qu'on a un peu les Che Guevara de l'automobile électrique qui existent. Une chance qu'on a notre monde qui ont envie de brasser un peu la soupe, tu sais. Puis, tu sens-tu que tu as une belle réponse de la part du milieu automobile en général? Ou... Ah, c'est sûr et certain. Écoute, on a tellement de demandes à tous les jours de concessionnaires, garages, dans le monde automobile qui veulent s'associer ou trouver une façon de travailler ensemble avec nous, puis sont à la recherche de solutions. Fait que c'est sûr que oui, bien souvent, on est en avance sur certains points, mais c'est ça, ça a passé par la rétro-ingénierie, démonter des véhicules, regarder comment c'est fait, puis après ça, c'est essai-erreur. Hein? Oui. C'est beaucoup comme ça qu'on a... Parce que la recette n'existait pas. Il a fallu l'écrire, cette recette-là. Puis après ça, il y a certaines recettes qu'on donne carrément comment faire la réparation, parce que pour le bien de l'industrie aussi, c'est important là, d'être capable de réparer ces véhicules-là sans que si le concessionnaire dit impossible à réparer, moi, ça vient juste me donner un challenge de plus. Là. On va le réparer. Là. Je vais te montrer comment. Ou à un moment donné, j'avais fait une vidéo. Écoute, ça avait été viral. Là. J'avais eu comme 500 000 vues sur cette vidéo-là. Quand même, hein? C'est sur la réparation d'une batterie de Tesla Model S. Tesla avait fait une mise à jour que si tu avais un bris, ça venait comme barrer ta batterie. Là. Puis ce véhicule-là avait fait le tour. Là, comme c'était vraiment... C'était une aberration. C'était pour une petite pièce comme qui coûtait 20 $, mettons. Là. Ton véhicule était stallé, là, arrêté. Puis toi, tu pouvais le changer pour 20 $. On puis pouvait... après ça, non, la pièce coûtait à peu près 20 $, mais il fallait ouvrir la batterie. Oui, puis c'était comme 30-40 heures d'ouvrage pour arriver à réparer cette pièce-là. 30-40 heures d'ouvrage quand même, hein? Ouais. Wow, OK. Ouais, c'est ça. Je dis que ça peut être compliqué qu'on va jouer vraiment dans la batterie, là. Ça peut être complexe. Mais finalement, c'est que après ça, la batterie était réparable. Puis là, mais comment on est arrivé à faire ça, c'est que il n'existait pas de solution pour... Il y avait ça latchait, on va dire. Donc, ça latché, vient encrypter dans l'ordinateur, vient mettre un bit à on de dire que si cette erreur-là est là, ben ça met le véhicule complètement off, la batterie à off. OK? Donc, il fallait trouver la solution pour aller mettre ce bit-là à 0. Donc, pour dire, j'ai réparé, maintenant, efface l'erreur, puis on peut continuer à utiliser la batterie. Mais ça, ça n'existait pas, il n'y a pas de chemin, là. C'était seulement l'ingénierie chez Tesla qui pouvait faire ça. Là, nous, en faisant la rétro-ingénierie, on trouve des recettes de Tesla. Donc, on était capable de le faire, mais ça n'existait pas. Puis là, après ça, ça a été le fun parce que justement, ça a permis justement de débloquer des choses chez Tesla. Ça, c'est vraiment... Puis, tu sais, des fois, je suis fier de dire que
des fois, il y a des choses qu'on fait, on met en lumière certaines aberrations, certaines problématiques qui viennent vraiment faire changer les choses, là, tu sais. Fait que, après ça, on vient forcer le manufacturier à ouvrir un peu plus la réparation, à ouvrir les pièces. Puis ça, ben, faut pas être gêné, je pense, de le faire, de mettre en lumière des problématiques, puis de forcer le manufacturier parce que après ça, c'est le consommateur, tu sais, qui a le pouvoir, là. Absolument. Qu'est-ce qu'on souhaite pour que les véhicules électriques deviennent plus réparables dans le futur? C'est quoi qu'il faut faire, selon toi, pour qu'on arrive à avoir des véhicules électriques qui ont une facilité de réparation plus grande? C'est à la conception du véhicule. De plus en plus, c'est ça, les manufacturiers vont dessiner, vont concevoir le véhicule en fonction de production. C'est comme production automatisée, puis presque, tout à la chaîne, il n'y a aucun humain, puis tout est automatique. C'est vraiment cool pour la production, mais pour la réparation, Fait qu'il y a tout le temps, comme un triangle, on va dire. Donc, tu as la production, la sécurité, puis la réparabilité. Mais là, la réparabilité est vraiment pas mis de l'avant. C'est vraiment production et safety, donc, qui est comme priorisé présentement par les manufacturiers. Donc, la sécurité des véhicules. Donc, je pense qu'il faut vraiment que des fois revoir sa façon de faire, comment on conçoit les véhicules pour que ça dure longtemps, que ça arrête d'être des véhicules jetables. Fait qu'il faut penser à ça en partant, puis nous, on va se faire une mission de ça chez RPM. Merci, Guillaume André, pour ton temps aujourd'hui. Ce fut extrêmement inspirant. Puis je tiens à le rappeler que c'est encore plus inspirant de savoir que tu as bâti ça par la passion que tu avais envers la mécanique et l'électrique. Là. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'espère que ça inspire du monde à la maison aussi. Tu sais, des fois, des gens qui te disent, moi, je suis bon dans ça. Tu sais, ça n'existe pas. Ce métier-là n'existe pas, mais je suis bon dans ça. C'est ça que je fais dans la vie. Tu es un exemple concret de succès qui a amené à ça. Félicitations. Puis c'est vraiment intéressant d'avoir jasé avec toi aujourd'hui. On va te réinviter au podcast, c'est assuré. On va jaser de plusieurs sujets. Puis je veux qu'on se tienne à jour sur la situation des Equinox EV et des Blazer EV. Je vous invite à aller sur le rpmweb.ca pour surveiller notre site web. On va se tenir à jour là-dessus, assurément, parce que je trouve que c'est une situation qui est importante à discuter actuellement. Comme on parle de réparabilité des véhicules, de savoir que là, on pourrait juste avoir une pièce pour sauver plusieurs dizaines de milliers de dollars à nous, peuple du monde. Et je pense que ça serait une bonne chose qu'on se tienne au courant là-dessus. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. C'est déjà tout pour le podcast. Ça va bien, crème. Ça a passé tellement vite. Je suis comme étourdi tellement que ça a passé vite. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On est sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, rpmweb.ca. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Je veux toujours aussi remercier mes amis d'automobilendirect.com d'être avec nous dans le podcast. C'est grâce à vous qu'on peut le faire. Et je vous aime. C'est le fun, genre, c'est avec vous autres. Gênez-vous pas de nous écrire en commentaire et compagnie. C'est tellement le fun. J'ai du fun. Ça paraît dessus, j'ai fait comme 12 fois que je dis le mot fun. C'est parce que c'est vrai que j'ai du fun. Donc, merci beaucoup d'être là. Puis nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast RPM. Bye bye! Le podcast RPM vous est présenté par Automobile en direct. Automobile en direct, ton auto, on le direct.